Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de lancer officiellement la semaine anniversaire des 20 ans des JOPPE, les Journées des pratiques pédagogiques à l'entrepreneuriat. Et l'occasion pour nous, lors de ce premier temps fort de la semaine, de fêter et de célébrer les 20 ans de sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes, de voir ensemble les faits marquants, les objectifs, les résultats, mais aussi le chemin qui reste à parcourir, parce que c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Célébration de l'engagement des enseignants, des acteurs de la sensibilisation, des jeunes partout en France durant toute cette semaine. N'hésitez pas à retrouver tous les événements qui vont se dérouler tout au long de la semaine et vous retrouverez tous ces événements sur le site bpifrance-création.fr. Nous lançons par ailleurs, à l'occasion de ces 20 ans, le hashtag enseignant entreprenant qui va nous permettre de valoriser, d'identifier, de partager la communauté des enseignants qui se mobilisent pour développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes partout sur le territoire national. Avant de lancer officiellement les festivités, je voudrais partager avec vous quelques chiffres qui me semblent assez éclairants et qui nous montrent à la fois le chemin parcouru et le chemin qui reste à parcourir. En 2021, 30% des Français participent à la dynamique entrepreneuriale du pays. Ils sont soit porteurs de projets, soit chefs d'entreprise. Cette proportion est nettement plus élevée chez les jeunes de moins de 30 ans, puisqu'on est à 51% chez les jeunes de moins de 30 ans, contre 26% chez les plus de 30 ans. Autre chiffre particulièrement intéressant, en 12 ans, on observe le doublement du nombre de jeunes créateurs de moins de 30 ans. En 2009, il y a à peu près 115 000 créateurs, jeunes créateurs qui ont tenté l'aventure, 20% des créateurs. Et en 2020, ils sont 256 000 à s'être lancés dans l'entrepreneuriat et ils représentent 30% des créateurs au niveau national. C'est plutôt, ça traduit plutôt un vrai succès et une vraie dynamique entrepreneuriale auquel les acteurs de la sensibilisation des jeunes ont contribué durant ces 20 dernières années. Pour autant, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et là, je voudrais partager avec vous deux chiffres un tout petit peu moins satisfaisants. 2 hommes sur 3 n'ont jamais été sensibilisés ou formés à la création d'entreprises durant leurs études. Et ce chiffre est encore pire quand on regarde les filles, puisque 3 femmes sur 4 ont, elles, jamais rencontré l'entrepreneuriat durant leur formation ou leurs études. C'est pour ça que BPI-France continue à s'investir avec l'ensemble de ses partenaires dans le soutien à l'entrepreneuriat. C'est ce que l'on va voir, célébrer, partager ensemble durant toute cette semaine des 20 ans des JOPPE. Mais avant de commencer, je vous propose de regarder ensemble une vidéo inspirante qui retrace ces 20 dernières années. Quand on sensibilise un enseignant, on sensibilise par ricochet 200 jeunes par an. L'entrepreneuriat est une voie de carrière possible. Seules quelques écoles de commerce proposaient des cours de création d'entreprise à leurs étudiants. Quelques événements vont permettre son développement, la création de maisons de l'entrepreneuriat et la création d'un observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat. Ça m'a fait découvrir l'entrepreneuriat. On était cuisiniers, donc c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne forcément. Ça a attisé ma curiosité et mon envie d'avoir une démarche entrepreneuriale dans tout. Je souhaitais transmettre, partager mes expériences avec ces jeunes, l'ambition de porter un projet et surtout de le vivre avec passion, avec envie. On apprend à coopérer, à travailler en équipe, à créer, à innover, à mener un projet de A à Z et même à prendre la parole en public. Le dispositif Pépite a permis la mise à l'échelle nationale d'un dispositif sur la sensibilisation et l'accompagnement des étudiants à l'entrepreneuriat et surtout la mise en place d'un statut national étudiant-entrepreneur. La posture entrepreneuriale, en fait, le leadership, la façon dont on allait parler, pitcher un projet, et ça c'était clé pour nous au démarrage. De pouvoir aussi avoir bien confiance en nous et en notre projet. Les Assises de l'entrepreneuriat ont été une grande occasion de réunir à la fois le monde éducatif et les associations issues d'initiatives privées, faire émerger davantage de jeunes qui souhaitent entreprendre pendant ou dès la fin de leurs études. Le rôle des acteurs politiques dans les départements, dans les collectivités locales, est essentiel. Si on fait confiance,
aux jeunes qui ont des projets, on va leur permettre de réussir. Notre ambition, c'était vraiment de renforcer l'accompagnement, que les jeunes ont une dynamique entrepreneuriale très forte. Il est absolument essentiel de sensibiliser les jeunes partout en France. Oser, Diversité entrepreneuriale, gouvernance, Méthodologie, Confiance, Agir, Persévérance. réussir. Entreprendre, c'est possible. enthousiasme et quittant. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette première émission de la semaine anniversaire des 20 ans des Journées des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat, les JOP, qui sera consacrée à 20 ans de sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes en France. Lors de cette émission, nous aurons le plaisir d'accueillir 20 invités qui viendront partager avec nous leurs témoignages, analyses et expertises lors de 4 séquences. La première, de l'envie à l'acte d'entreprendre, mieux sensibiliser l'entrepreneuriat des jeunes, le rôle des médias et une éducation entrepreneuriale. Mais avant de leur passer la parole, il me paraît important de rappeler les enjeux de la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat en préambule de cette émission. Développer une culture des compétences, des aptitudes au changement et ouvrir le champ des possibles de ces jeunes, susciter chez eux une appétence sur les enjeux économiques et sociétaux. Et d'ailleurs, la jeune génération est très impliquée et engagée, et nous le verrons à différents moments de la semaine, puisqu'ils souhaitent monter des projets à impact social, sociétal et environnemental. Clarifier également les conditions de faisabilité des projets, s'assurer pour cela qu'ils aient les ressources pistables et identifiables dans la mise en place des politiques sans occulter les conditions sociales qui peuvent être un terreau favorable. Et puis enfin, pour conclure, il n'y a pas un profil d'entrepreneur, mais des profils et des parcours. Et il est important d'accompagner cette jeune génération pour leur donner les conditions de réussite de leur engagement, pour qu'ils aient une vision pragmatique et réaliste. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à notre journaliste animateur, Thomas Benzazon, pour la suite de l'émission. Aujourd'hui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Rassurez-vous, pour les plus jeunes, je citerai également Aurel San dans une prochaine table ronde, mais si je m'adresse à tous, j'aimerais dire un mot spécifique à celles et ceux qui ont moins de 45 ans et qui, à un moment donné de leur vie, se sont lancés dans la création d'entreprises. À vous toutes et tous, j'aimerais vous présenter celles et ceux qui ont œuvré à vous ouvrir les portes. J'ai donc le plaisir de recevoir sur le plateau Catherine Léger-Jarniou. Bonjour Catherine. Bonjour. Tu es professeure émérite des universités de Dauphine. Tu es présidente de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Tu es également auteure aux éditions Duno. Avec nous, Dominique Restineau. Bonjour Dominique. Bonjour Thomas. Tu as été le président de l'AFE, devenu la PCE, désormais BPI France Création. Tu es aussi le président actuel de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Tu es le fondateur du MOVI, le mouvement des jeunes entrepreneurs et étudiants. J'ai omis certaines casquettes que tu avais, mais on a déjà fait la moitié de la table ronde actuelle. Également avec nous, Alain Asquin. Bonjour. Bonjour. Alain, tu es délégué ministériel à l'entrepreneuriat étudiant. Tu es également chercheur en entrepreneuriat, il n'y a pas d'âge pour apprendre, et en stratégie, et tu as participé à la structuration du réseau Pépite. Avec nous également Béatrice Vianney-Galvani. Bonjour Béatrice. Bonjour Thomas. Tu es déléguée générale de 100 000 entrepreneurs depuis 10 ans. Et enfin, notre grand témoin du jour, tu n'as pas le droit de tourner la tête pour me regarder, Emmanuel Hamon, tu es entrepreneur, membre du CJD et également co-rapporteur d'une étude rendue récemment à la ministre sur la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat. Alors, à tous, je vais vous demander un exercice un peu particulier, celui de choisir et donc de renoncer. Mais donc, je vous ai demandé de choisir un événement marquant qui a été le déclencheur ou un des déclencheurs, car ils sont nombreux, de l'avènement de l'entrepreneuriat jeunesse. Donc, sur 20 ans, on fait un tour de table et on se remémore. Béatrice, je commence avec toi.
Alors, l'événement marquant, enfin, un des événements marquants, en fait, c'est en 2013, les Assises de l'entrepreneuriat. Et les Assises de l'entrepreneuriat, ce qui était important, c'est que c'était la première fois qu'on avait, donc c'était à Bercy, autour d'une grande table ministérielle, donc des représentants de l'éducation nationale, des représentants de l'enseignement supérieur, également des réseaux d'entrepreneurs et des associations. Et tout le monde était autour pour discuter entrepreneuriat des jeunes et sensibilisation à l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tout le monde était réuni comme ça autour de la table? En tout cas, avec tous ces acteurs, oui. Mais auparavant, il y a eu certains de ces acteurs qui se réunissaient. Mais là, il s'agissait vraiment de se structurer et de réfléchir comment faire pour avoir une nation d'entrepreneurs avec des jeunes qui entreprennent leur vie. Dominique, ton événement marquant. Je sais que ça a été difficile de choisir au moment où on a parlé et j'ai dû éliminer un certain nombre de tes choix. J'étais expert aux assises, mais justement, c'est les journées des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat avec l'OPPE. Et c'est un souvenir pour moi énorme, puisque effectivement, j'ai présidé la PCE, que j'ai transformé, c'est dans l'autre sens, en agence France Entrepreneur pour que ça arrive ensuite à BPI Création. Et c'était un vrai sujet parce que il y a 10 ans, 15 ans, sensibiliser au sein de l'éducation nationale, les profs, et tout le monde n'était pas comme Alain, pour faire comprendre qu'il fallait sensibiliser, ouvrir, éveiller ces jeunes à l'esprit d'entreprendre, l'esprit de créer quelque chose, que ce soit une association ou que ce soit une entreprise d'ailleurs. En tout cas, entreprendre sa vie, c'était pas toujours évident et j'ai une vraie pensée pour Naïla qui a piloté ces opérations pendant très longtemps. Donc c'est pour elle que je suis venu aujourd'hui pour parler des journées. Et qui a piloté cette journée. Tout exactement. Donc cette idée qu'il fallait montrer que ce n'était pas un sujet politique finalement. Bien sûr que non. Catherine, ton événement marquant. Écoute, moi je vais tricher un petit peu, je vais remonter un tout petit peu plus de 20 ans. Pour moi, c'est vraiment la loi Allègre. Pour moi, on rappelle ce que c'est. Alors évidemment, la loi Allègre, pour les plus jeunes, on ne s'en rappelle pas, mais c'était quand même absolument énorme. Ça a été une rupture très forte où il a été permis aux enseignants-chercheurs de sortir de leur métier habituel et de créer une entreprise. Il y a eu aussi, entre autres, la création de 31 incubateurs, de 14 fonds d'amorçage. Ces enseignants-chercheurs ont pu déposer des brevets. Ça s'est transmis après, ça a continué avec les JEU, les JEI. Et au jour d'aujourd'hui, finalement, la loi Pacte, c'est l'étape 2 de la loi Allègre. La suite logique de Donc ça a été, pour moi, en tout cas, vraiment le phénomène déclencheur en France d'une vraie prise de conscience en disant, bon, l'entrepreneuriat, c'est pas un sujet juste pour des gens qui ont envie de créer une entreprise, mais c'est un vrai sujet et tout le monde doit s'y mettre. Et pour moi, franchement, je pense que si Allègre n'avait pas été là à ce moment-là et fait un peu de bruit quand même, hein, parce que c'était pas simple, hein, on n'en serait pas là. Alain, un autre événement marquant. Oui, l'événement est le même que Béatrice, c'est les assises, mais sur un de ses livrables, qui est le statut national d'étudiant entrepreneur. C'est un temps extrêmement fort parce que c'est une reconnaissance, une légitimation, c'est même une première mondiale qu'on puisse dire que les étudiants, en étant entrepreneurs, participent à leur parcours d'études. Et qu'entreprendre, ça contribue à leur qualification professionnelle, c'est l'acquisition de compétences. Donc, ce n'est pas simplement créer une structure, une entreprise, une association, c'est aussi apprendre, être entrepreneur de sa vie. Et donc, ça, c'est un élément majeur parce que c'est une reconnaissance, bien sûr, pour les étudiants, mais c'est aussi une reconnaissance pour les familles, c'est une reconnaissance pour les enseignants-chercheurs, c'est une reconnaissance pour les institutions. Et donc, c'est un verrou qui a sauté et donc qui a permis aussi de pouvoir combiner l'expérience entrepreneuriale avec les études et de trouver des compatibilités dans les agendas, de donner des droits aux étudiants. Parce que d'un point de vue très pratique, ça prend du temps de lancer sa boîte. Et bien sûr, et ça prend du temps même d'y réfléchir, d'expérimenter. Il faut aménager les horaires. Il faut être reconnu pour le faire des lieux pour pouvoir se réunir avec les autres étudiants entrepreneurs. Le fait d'avoir ce statut permet d'avoir une reconnaissance, d'avoir un ensemble de services associés. C'est vraiment fondamental. Je crois qu'il y a un mot important, c'est expérimenter. Oui. Donner le droit aux étudiants d'expérimenter pendant leur parcours scolaire ou universitaire. C'est énorme. C'est revenu dans beaucoup des tables rondes auxquelles on a participé. Ne me regarde pas, Emmanuel. Ton événement marquant, 2021, je crois. Alors mon événement marquant, oui, c'est plutôt 2021. Moi, je vais pas plonger dans le passé, je vais plonger dans le futur. Aujourd'hui, et c'est un peu
un des grands retours de l'étude qu'on a faite pour Sarah El Haïry, donc pour le ministre de la Jeunesse, pour la ministre de la Jeunesse, c'est que on ne parle plus d'entreprendre comme acte d'entreprendre, comme action, on parle d'engagement entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entreprise sans sens donné derrière et sans engagement complet. Alors, on parlait d'expérimentation, tu parlais d'expérimentation, ça va au-delà de ça. Maintenant, c'est un engagement complet. D'accord ? Donc les jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui sont vraiment consacrés à leur projet. On l'a vu aussi grâce à 100 000 entrepreneurs qui nous a fait un magnifique sondage auprès de 2300 jeunes sur ce qu'ils attendaient de l'entrepreneuriat et la façon dont ils voyaient l'entrepreneuriat. Et le mot qui ressort systématiquement, c'est le sens donné à l'action et c'est un équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, donc en fait une implication totale dans l'entrepreneuriat, donc le sens d'engagement. Et quel que soit le format, on ne parle pas d'entreprise, ni d'association, ni de... C'est l'engagement global, c'est le fait de faire. De mettre du sens dedans. C'était pas le cas il y a 20 ans ? C'était très certainement le cas, mais on n'osait pas le dire. On était là, Je vois que ça fait débat déjà. Oui, ça fait débat. Au moment où on crée, alors je vais peut-être parler de mon cas personnel, mais au moment où j'ai créé il y a 17 ans, c'était une perspective de projet, pas encore de projet de vie, de projet professionnel. Voilà. Là, on parle avant tout de projet de vie, avant de parler de projet professionnel. Et peut-être de projet de société, du coup, si on parle de sens aussi, non ? Et là, on va exactement essayer de rendre collectif cet engagement pour parler de projet de société, bien sûr. Bon, j'évoquais les 2 décennies passées, si on prend notre DeLorean volante, pour ceux qui auront la référence, en tout cas, retour dans le passé. 2001, à l'époque, quels étaient les freins pour cette jeunesse qui se lançait dans l'entrepreneuriat? Et vous l'avez dit, c'était des pionniers, c'était des précurseurs quand même à l'époque. C'était quoi les freins qu'il y avait à débloquer pour toutes les organisations que vous représentez ou avez représentées? J'envoie la question au milieu et celui qui veut s'en saisir. Déjà, très en amont, au niveau de la sensibilisation, c'est vrai que l'entreprise rentrait très difficilement dans les écoles, en fait. Donc, on ne parlait pas d'entreprise ou peu d'entreprises. Dans les collèges ou dans les lycées, peu d'entrepreneuriat. Donc, du coup, pour arriver à se projeter dans le futur, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est aujourd'hui une grande différence. Donc. Vous parliez de statut, le regard aussi peut-être de la cellule, le noyau dur familial était un sujet, oui, les parents. Les parents étaient... Tu vas pas faire ça, mon fils ou ma fille. Je parle évidemment de ce que je connais, mais des parents ayant des enfants à Dauphine, étudiants à Dauphine, faire entrepreneuriat, t'es pas là franchement pour faire ça. Donc c'était quand même un vrai... C'était pas le plus sécure comme voie de vie. Oui, c'était compliqué. Et puis, à mon avis, le deuxième frein, c'était les enseignants. Parce qu'à l'époque, ça ne rentrait pas dans le cadre. Enfin, c'était pas... À la limite, on parlait un peu de PME. Ça se faisait en dehors, en fait, c'est ça. Mais voilà, c'était en dehors. Donc, les enseignants, on n'était pas nombreux quand on a créé l'Académie de l'entrepreneuriat en 98. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y avait une question de confiance. En fait, c'est une question de confiance générale. La confiance des familles, des proches, et même des interlocuteurs en face, que ce soit le banquier, le client, le fournisseur, de la question de confiance aux néo-entrepreneurs et surtout la question de confiance de l'entrepreneur en son projet. Dominique, tu voulais réagir ? C'est un peu tout ça en même temps. J'ai envie de dire, et il y avait plein d'associations, moi je les ai vues quand je présidais et que je transformais la PCE en AFE, mais le fait qu'on aille sensibiliser avec 100 000 entrepreneurs les jeunes dans les écoles, c'était déjà une chose. Après, il fallait passer à l'acte concret. Donc le Mouv'J, création en 2009, le même jour, le 16 novembre 2009, création du Mouv'J, qui est le même jour que la création, ce qui n'était pas les pépites à l'époque, c'était juste avant, le PEE, le plan étudiant entrepreneur. Le matin, c'était la création du Mouv'J, le soir, à l'ESCP Europe, c'était avec Valérie Pécresse, qui était ministre à l'époque de l'enseignement, la recherche, le lancement du PEE. Et donc là, c'était accompagné pour passer à l'acte de la création, et ensuite, là, c'est avec le Mouv'J, tout ce qui est mentorat et apporter, c'était il y a 15 ans, apporter le programme de mentorat. À ta question, c'est les parents, la société civile et les jeunes en premier, parce qu'à l'époque, ils avaient envie d'être soit chanteurs, soit footballeurs. Et c'était pas encore l'état d'esprit d'être
Alors, entrepreneur ou start-upper aujourd'hui, d'accord, mais c'est entrepreneur, entreprendre sa vie, et pour derrière, avec du sens, ça a été dit, de partir, et on le voit avec tout le prix Bougie, tous ces projets de sens qui sont extrêmement importants. Il y avait aussi peut-être la question, est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai le réseau? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je sais même où est-ce que je mets les pieds? Il n'y a pas de rôle modèle à l'époque. Quand tu n'as aucun soutien autour de toi, bien sûr. T'es pas légitime, c'est évident. Enfin, c'est complètement difficile d'être légitime. Et ils voulaient tous, au-delà d'être footballeurs, etc., ils voulaient quand même tous managers dans les grands groupes. Voilà. Avec une certaine sécurité et bien rémunérés. À Dauphine, à HEC, tout ça. Donc, à l'époque, effectivement, ils voulaient tous être dans des grands groupes ou alors être fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on avait vraiment... mais là, c'est plus même parce que non, mais ça a changé. Ça a changé, on va venir sur ce qui a changé. Alain, tu souhaitais dire un mot? C'est vrai que le côté isolé, alors, on parlait des freins, mais quand on est étudiant, qu'on a 20 ans, 22 ans, on n'a pas forcément une culture familiale. Si on a encore un réseau personnel, mais on n'avait pas d'éléments, on parlera peut-être des choses qui ont changé depuis, mais à l'époque, il y avait très peu de ressources mises à disposition, mises à la proximité des jeunes, et surtout, dont ils pouvaient se saisir, et il y avait une sorte donc d'injonction à réussir, c'est-à-dire que si tu fais une pause dans tes études, tu quittes ton programme d'études, ton parcours préprogrammé pour aller entreprendre, il ne faut pas se planter. Donc cette injonction à la réussite est un vrai blocage. Donc ne pouvaient y aller que ceux qui étaient armés pour ou qui avaient une forme d'inconscience. Et donc, on n'est pas dans l'idée du processus, on y reviendra. Mais aujourd'hui, vivre l'expérience, c'est important. Je veux dire, une aventure entrepreneuriale, que j'aboutisse ou pas, on va voir. Mais j'apprends. Là, à l'époque, c'était... Il faut que je puisse prouver que je vais m'en sortir. Et c'est évidemment intimidant. Et puis maintenant, les employeurs ont conscience aussi de tout ce qui a été développé comme soft skills, comme hard skills aussi. Voilà, c'est valorisé sur un CV. Alors qu'à l'époque, c'était surtout, il ne faut pas dire que j'ai essayé ou que je suis en train de créer ma boîte. Je voudrais revenir sur le statut étudiant-entrepreneur parce que ça a été un acte extrêmement marquant. On est deux, trois à avoir travaillé sur le sujet. Vous avez travaillé justement et apporté le dossier aux assises de l'entrepreneuriat. On était deux, trois, Philippe, tout ça. Cette démarche, elle était d'acter le fait que c'était logique et concret. Et on pouvait créer une entreprise, alors que, combien de fois on a pu dire, ils sont jeunes, ils n'ont pas de charge familiale, pas de charge financière ou pas trop, ils ont du temps, et je disais toujours une part d'inconscience, parce qu'il faut une part d'inconscience pour créer une boîte. Moi, j'ai créé ma première boîte, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, c'est vieux dans l'écosystème. Voilà. À 24 ans, j'étais l'un des plus jeunes présidents de société quand j'avais 24 ans. C'est vrai que c'était il y a très longtemps. Et donc ça a changé. On parle d'il y a très longtemps, le temps passe vite, ça je pense que plus on vieillit, plus on s'en rend compte, mais le temps de cette table ronde passe très vite aussi. J'aimerais savoir ce qui reste à débloquer aujourd'hui. Parce qu'on n'a jamais fini, et il y a forcément encore des freins au passage à l'acte, à la naissance de l'envie. Le titre de cette table ronde, c'est de l'envie à l'acte. Qu'est-ce qui reste à faire ? Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Donc, dans le rapport qu'on a rendu, là, on a fait 11 propositions au ministre. Alors c'était amusant, chaque fois qu'on faisait une proposition, on avait l'impression de sortir une idée neuve, et en fait, absolument pas. Et donc ça a été la grande conclusion de ce rapport. On n'a rien créé de neuf, on n'a rien inventé. En fait, nous avons en France tous les dispositifs, tous les éléments, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il est de notre c'est pas une question de moyens, c'est une question de devoir, c'est une question à nouveau d'engagement de nous en tant qu'adultes, j'ai envie de dire aînés, de porter ces dispositifs auprès des jeunes, de les aider à développer leur vision, la vision de leur monde pour qu'ils puissent faire. Voilà. Donc les freins aujourd'hui, c'est notre capacité à nous à apporter aux jeunes les réponses aux questions qu'ils se posent et qu'ils ne se posent pas encore. Après, ils en font ce qu'ils veulent. On ne leur donne pas les réponses. Il y a ce qui a débloqué dans les organisations que vous représentez qui œuvrent pour cette jeunesse. Qu'est-ce qui a débloqué peut-être encore chez eux? Il reste des choses où finalement aujourd'hui c'est devenu tellement sexy d'être entrepreneur en soirée que ça se suffit à soi-même. Il y a un frein psychologique qui reste encore chez les jeunes filles. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'entrepreneuriat féminin, mais c'est vrai que les jeunes filles ont souvent besoin d'un accompagnement peut-être un peu plus musclé parce qu'elles ont moins confiance en elles. Et puis nous, on le voit dans les collèges et dans les lycées, elles ont plus de mal à se projeter, à faire des choix pas trop stéréotypés. Donc il y a beaucoup de choses à faire en amont et aussi dans l'accompagnement. Vous le voyez au MOVI et même à l'université. C'est vrai que souvent, les jeunes filles, on dit souvent qu'elles ont un peu moins d'ambition et pourtant elles sont tout aussi capables. Et donc il y a ce frein-là qu'il faut booster. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas évoluer. Donc.
Dominique. Il y a un sujet qui est fondamental. On avait fait il y a quelques années une étude pour un endroit en France, pour l'Élysée, de quoi vivent ces jeunes qui créent des entreprises. Moi, je parle de ceux qui créent ou qui reprennent des activités dans les 2 premières années. Le plat de pâtes, c'est bien connu. J'ai vu, avec les jeunes et bougies, tellement de situations folles. Et donc, c'est pour ça qu'à la suite du statut étudiant-entrepreneur, il y avait le contrat engagement civique entrepreneurial qu'on pousse tout le temps en avant. C'est un programme de 8 mois, service civique pour apporter, pour donner de soi dans quelque chose. On peut faire la même chose et en même temps créer ou reprendre son activité avec un peu de structuration, avec de l'accompagnement. Il y en a, et autour de la table, dans ce plateau, il y en a. Et il y en a d'autres ailleurs, d'ailleurs. Mais également avec une toute petite partie de financement. Pour mettre de la bolognaise dans les pâtes. Exactement, pour mettre de la bolognaise dans les pâtes. Et c'est pour ça que le contrat engagement civique entrepreneurial, c'est la version entrepreneuriat de l'agence du service civique, où je pense qu'il y a véritablement, il y a tout un programme qui est conçu. On attend simplement qu'ils le mettent en place, parce que les 500, 600, 800 euros, eh ben, ça aide à pouvoir tenir 1 an, 2 ans et lancer son projet. Et ça me paraît extrêmement important. Aujourd'hui, quand on voit un smartphone, on pense qu'on a toujours eu un smartphone. Il y a beaucoup de choses qu'on voit qui ont été faites pour les jeunes entrepreneurs et qui nous paraissent évidentes, mais en fait, ça ne l'était pas il y a 20 ans. Alors du coup, si on fait le jeu des 7 différences, tout le monde a joué à ce jeu-là enfant, on prend l'image de l'entrepreneuriat jeunesse en 2001, on appose à côté l'image de l'entrepreneuriat jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce qui, concrètement, de manière très palpable, a changé et visible pour les jeunes? Béatrice. Alors, on en a déjà parlé, la recherche de sens. C'est bien, on fait en 1 minute. Je ne sais pas si un mot, ça suffit. C'est exactement ce que j'espérais. Dominique. Je crois qu'aujourd'hui, on peut créer une entreprise avec un ordinateur, presque un téléphone, ce qui n'était pas le cas en 2001. Catherine. L'engagement. Alain. Je souscris à tout ce qui a été dit, et en particulier, j'aimerais dire que les jeunes aujourd'hui ont besoin de goût d'aventure. Et ce n'est pas forcément la réussite qui les intéresse, mais de vivre l'expérience de l'entrepreneuriat. Et ça les nourrit. Et c'est cette gourmandise-là qu'ils ont. Et la parole et le mot de la fin est à notre grand témoin Emmanuel Hamon. Eh ben moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a l'affichage de l'accompagnement qu'on n'avait pas en 2001. On n'avait pas BPI. On avait la naissance du MOVJ, on avait aussi la naissance de l'IME, d'ailleurs, un petit peu plus tard, qui a bien servi. On avait beaucoup de naissances, mais on n'avait pas l'affichage. Aujourd'hui, on a des dispositifs, on a des universités qui proposent des dispositifs de création d'entreprise. La création d'entreprise n'est plus tabou. Voilà, donc non seulement ça fait briller en société, enfin en soirée, comme tu dis, mais ça fait aussi peut-être bouillir la marmite, et ça change tout par rapport à ce qui était en 2001. Est-ce qu'on peut, je peux rajouter juste une petite chose? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, ce qui me manque, ou un peu une sorte de vœu pieux, c'est un peu de cohérence autour de tout ça. Quand on voit un petit pays comme la Norvège, qui est un vrai pays entrepreneurial, ici, on a toutes les compétences, on a plein de choses partout, chacun travaille un petit peu pour sa chapelle. Si on avait une cohérence vraiment forte, je crois que on irait encore plus loin. Ça a changé. Vous m'aviez aussi répondu, et je le cite, des incubateurs dans toutes les écoles, et l'idée qu'on a réussi aujourd'hui à faire comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un véhicule pour changer le monde. Merci à vous 5, et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce jingle. Les intervenants que je vous propose de découvrir maintenant sont aussi de ceux qui ont ouvert des voies, des portes, initié des chemins pour que, presque à l'image d'un jeu Ravensburger, on puisse entreprendre et s'ouvrir à l'entrepreneuriat de 7 à 77 ans. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Karim Messegem. Bonjour. Bonjour. Karim, tu es créateur du Labex Entreprendre, tu es professeur à l'université, à l'Institut Montpellier Management spécialisé en entrepreneuriat. À mes côtés, Stéphanie Duclos, tu es responsable communication à la Fondation Entreprendre. Bonjour à toi. Bonjour Thomas. Carole Pétel est également avec nous. Tu es référente nationale jeune auprès du réseau BGE. Adeline Mongruet, bonjour également. Tu es directrice d'EPA France. Bonjour.
Et à ta gauche, nous avons le plaisir de retrouver Isabelle Carré. Bonjour Isabelle. Bonjour. Tu es quant à toi à la tête de l'association Les Entrepes. Alors, les présentations étant faites, mais pas tout à fait, pour que chacun derrière son écran puisse se représenter d'où vous parlez et comment, avec vos organisations, vous œuvrez à l'entrepreneuriat jeune. Est-ce que vous pourriez partager en quelques mots la mission des organisations que vous représentez? Je commence avec toi, Carole. Alors, c'est favoriser l'insertion des jeunes dans le milieu du travail. BGE, je rappelle. Oui, BGE, hein, bon, notamment par l'entrepreneuriat. Karim? Alors moi je suis professeur à l'Université de Montpellier et donc je suis au sein d'un laboratoire d'excellence spécialisé dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Et on mène des actions à la fois de recherche, de formation et de valorisation, notamment sur les questions de l'accompagnement entrepreneurial. Isabelle. Donc les Entrepes, ça offre l'opportunité aux jeunes qui sont donc des jeunes post-bac, étudiants ou en recherche d'activité, de découvrir l'entrepreneuriat, de gagner en compétences entrepreneuriales et de leur donner la possibilité finalement de mieux choisir leur avenir demain. Ça, c'est pour les Entrepes. Et Adeline, pour EPA, la grande mission. Alors pour Entreprendre pour apprendre, c'est d'accompagner les jeunes de 9 à 25 ans à l'école ou en structure d'insertion à travers un programme pédagogique qui s'appelle la mini-entreprise, qui a vocation à les rendre acteurs de leur avenir social et professionnel et à rapprocher le monde de l'école et de l'entreprise. À travers l'action, l'association porte bien son nom. Et pour la Fondation Entreprendre. Alors la Fondation Entreprendre, elle existe depuis près de 13 ans maintenant. C'est une fondation reconnue d'utilité publique. Et on est convaincu que l'entrepreneuriat est un super levier d'émancipation pour tous, pour créer une société inclusive et durable. Et la jeunesse fait partie des piliers fondateurs de la Fondation. Et donc aujourd'hui, on soutient plus particulièrement les jeunes pour leur permettre d'entreprendre leur vie, leur avenir. Et à travers le soutien à de nombreuses organisations qui œuvrent à l'entrepreneuriat jeunesse. J'étais un peu trop à gauche, je fais le sphinx égyptien. Alors je me permets une question faussement provocante, mais est-ce que vous servez vraiment tous à quelque chose? Est-ce qu'on a besoin de vous tous? Alors, certains voient en fait une forme de compétition entre les différentes structures d'accompagnement. C'est vrai qu'à vous voir là, et puis on a préparé cette émission ensemble, on n'a pas le sentiment qu'il y a une compétition. Mais alors, comment on articule, comment on crée ce continuum d'accompagnement pour la jeunesse et comment, enfin, je sais pas, est-ce qu'on parlerait de guichet unique, mais voilà, un jeune qui vient, comment il sait qu'il s'adresse au réseau BGE, à une des associations soutenues par la Fondation Entreprendre, à EPA, aux Entrepes, ou est-ce qu'il rejoint l'université de Karim? Voilà, la question est très ouverte, mais qui veut prendre la balle au bon la prend. Je pense qu'il faut plus parler de complémentarité que de concurrence, clairement. On travaille toujours ensemble, toutes les associations, toutes les structures d'accompagnement. C'est une cause qui est très large et qui est encore, même si on a fait d'énormes progrès, peu adressée. Il y a des approches individuelles, des approches collectives, il y a des manières de faire différentes. Donc, on n'adresse pas encore tous les jeunes en France. Donc, clairement, je pense qu'il n'y a pas de concurrence dans la mission. En tous les cas, on a une cause commune et on est tous là aujourd'hui pour ça. Oui, il y a la question d'évangélisation qui est importante. Effectivement, tous les jeunes aujourd'hui ne sont pas accompagnés. Carole, tu souhaites réagir? Je pense qu'il faut savoir que l'idéal, c'est qu'un jeune puisse, dans sa scolarité, pouvoir bénéficier de différentes initiatives entrepreneuriales. Et l'idéal, là encore, ça serait de démarrer en primaire jusqu'au lycée. Et l'intérêt d'avoir différentes structures, c'est justement proposer aux enseignants différentes actions, différents outils. Et je pense que c'est la richesse des structures qui permettent j'ai envie de dire, de sensibiliser les jeunes mais à l'esprit d'entreprendre. Mais je pense qu'il n'y a pas... L'intérêt, c'est d'avoir vraiment une multiplicité des approches, parce que j'imagine que certains élèves ou étudiants vont être plus sensibles à une approche, à la présentation d'un entrepreneur ou à une mini-entreprise. Oui, et je pense qu'il faut aussi partir du point de départ, c'est surtout les enseignants, parce qu'on va toucher dans un premier temps l'enseignant. Donc je pense que c'est là qu'il faudra rassurer l'enseignant par rapport à la mise en place de ce type d'action. Comment réagit l'enseignant que tu es, Karim? Moi, je suis ravi de cette diversité, je pense qu'elle est nécessaire. C'est vrai qu'il y a des missions qui sont variées selon l'âge,
selon la situation aussi des jeunes. C'est sûr que dans les circuits, on va dire, classiques, les enseignants sont en capacité de développer des actions de sensibilisation, mais parfois il faut aller au-delà, c'est aussi des formes de médiation. Donc il y a une pluralité finalement des actions à mener et ce besoin de complémentarité. Donc là aussi, moi je vous rejoins en disant qu'il n'y a pas réellement, il y a complémentarité, pas compétition, et sans doute peut-être besoin de connecter davantage. Je voudrais juste rebondir sur ce que Adeline, Carole et Karim viennent de dire. Je pense que ce qui est important, c'est la force du collectif dans la richesse de cette complémentarité. Nous, c'est ce qu'on s'emploie à faire à la Fondation Entreprendre. Je pense qu'à partir du moment où on peut agréger toutes les sommes de ces savoir-faire, je dirais que c'est tout bénéfice pour ces jeunes. Isabelle ? Oui, je pense que ce qui est important, c'est finalement si ensemble on explique ce qu'on fait aussi. Donc je rejoins tout à fait. Finalement, ça donne une meilleure compréhension à nos missions. Chacun, finalement, on a un positionnement différent et complémentaire. Les Entrep, on est au-delà d'un programme court de sensibilisation et on est en amont, effectivement, d'un accompagnement à la création d'entreprise. Donc on a un positionnement très précis. Comme vous autres avez aussi un positionnement, on est vraiment complémentaires. Expliquons-le ensemble. Donc effectivement, Et alors tous ensemble et indépendamment et collectivement, ces 2 décennies ont été aussi l'occasion de gagner des combats pour l'entrepreneuriat jeunesse. Si on rebalaye ces 20 années, est-ce qu'on pourrait partager aux yeux de chacune et chacun d'entre vous ce qui a été gagné, et après on s'interrogera sur ce qui reste encore à gagner, parce qu'évidemment le combat ne s'arrête pas là. Carole. Oui, alors pour moi, l'engagement, c'est notamment l'engagement des enseignants, parce que tout à l'heure, je précisais, pour mener nos actions, il nous faut des enseignants impliqués, motivés. Et je trouve que maintenant, utiliser le mot entrepreneuriat n'est plus un gros mot. Ça, c'est gagné. Oui, pour moi, c'est gagné, parce qu'il y a 20 ans, je me souviens les premières fois où j'allais dans les écoles, ouais. C'était pas forcément simple. D'ailleurs, on parlait de qualité entrepreneuriale, parce que l'avantage de parler de créativité, esprit d'équipe, personne ne peut être contre ce genre de valeurs. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment important d'avoir réussi à rassurer les enseignants. Cette notion de dépolitisation. Voilà, alors je pense que les chefs d'établissement étaient déjà plus ouverts, mais il y avait vraiment tout un travail à faire auprès des enseignants, et je pense que là, ce combat est gagné. C'est en faisant qu'on a montré aussi les bénéfices pour les élèves, Karim. Oui, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a eu une continuité finalement dans l'action politique depuis 20 ans, avec toute une série de mesures structurantes sur l'entrepreneuriat, pas que l'entrepreneuriat jeunesse, et c'est cette transformation de la société. La loi de modernisation au début des années 2000 a changé quelque part et a contribué, et on voit finalement qu'il y a une forme d'alignement des planètes, parce que tous les acteurs ont cette représentation partagée, de faire en sorte qu'on soit une société tournée vers le projet, et la capacité finalement à les saisir sous toutes ses formes, et l'entrepreneuriat en est une. Adeline ? Oui, mais pour rebondir sur ce qui a été dit, et puis aussi sur la table ronde précédente, c'est d'élargir cette notion d'entrepreneuriat, là où on lisait avant entrepreneuriat égale création d'entreprise. On voit aujourd'hui qu'entrepreneuriat, c'est aussi intrapreneuriat, c'est mener un projet d'association, de voyage, c'est vraiment de se dire je me mets en action, et d'être pour les jeunes dans une position de moins subir, et donc de les mettre en position d'acteur. Et je pense que ça, avec toutes les compétences qui vont avec, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus accepté et reconnu maintenant. Oui, c'est un peu ça, les mini-entreprises, on se rend compte que collectivement on est capable de mener des choses, là où des fois peut-être l'entreprise était quelque chose de très abstrait avec beaucoup de fantasmes aussi. Exactement, et puis de découvrir ce dont on est capable, de voir la complémentarité avec les enseignements traditionnels, comme le font toutes nos disciplines. Quand on intervient main dans la main avec les enseignants, on peut vraiment voir qu'on a toute notre place avec ceux qui accompagnent les jeunes, et donc pas non plus en opposition. On a parlé tout à l'heure de la concurrence. Le but du jeu, c'est vraiment de faire ensemble, y compris avec les enseignants et le milieu éducatif. Ça, c'est important. Stéphanie, les combats gagnés sont nombreux, s'il fallait en retenir un. Moi, je pense déjà le fait qu'un jeune sur 2 aujourd'hui ait envie d'entreprendre,
Je trouve que c'est vraiment super, c'est formidable. Nous, on est ravis de pouvoir constater ça. Et puis, c'est surtout que l'envie d'entreprendre aujourd'hui chez les jeunes, sur 60% d'entre eux, on avait déjà évoqué le sujet, ils ont envie de le faire pour faire bouger les lignes, donc d'un point de vue sociétal, social, environnemental. Et ça aussi, c'est une marque, je dirais, c'est plus qu'une tendance, c'est-à-dire qu'il y a un vrai engagement de la part de ces jeunes. Et ce besoin de finalité de l'action, du sens de l'action, est-ce qui nécessite de gagner de nouveaux combats pour des associations, des organismes comme les vôtres? Si je peux prendre la parole, moi, aujourd'hui, on travaille énormément à faire en sorte que l'entrepreneuriat soit accessible à tous. Et pour nous, il y a une vraie égalité des chances à travailler pour que tous les jeunes, quelle que soit leur culture, leur âge, leur niveau de diplôme, puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, pour rebondir sur ce que dit Stéphanie, aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnement une fois que les jeunes sont prêts à se lancer sur les acteurs de la sensibilisation. C'est encore peut-être quelque chose qu'on peut développer avec des approches collectives et créer vraiment cette culture en France dès le plus jeune âge, de dire si j'ai envie de me lancer un jour, j'oserais le faire parce que j'ai vécu des pédagogies entrepreneuriales, j'ai rencontré des gens dans l'entreprise et donc j'ai moins peur et pouvoir ensuite avoir ce continuum de l'accompagnement individuel mais peut-être renforcer les dispositifs collectifs. Cette notion de tous, on peut être entrepreneur, tous, on peut être accompagné. Et donc, ça veut bien dire qu'il faut que les organismes comme les vôtres aillent au-devant de ces jeunes. Et entrepreneurs de sa vie, ce qui, du coup, embarque aussi beaucoup de jeunes, y compris ceux qui connaissent des vrais freins à l'employabilité dans une logique plus active. Qui veut parler d'un autre combat à gagner encore ? On a beaucoup parlé de création d'entreprises. Il y a un vrai sujet en France, en Europe, dans beaucoup de pays avec le vieillissement de la population, c'est la question de la reprise. C'est comment on arrive à articuler finalement cette dynamique et faire en sorte que ces énergies soient au service de la reprise. Donc c'est de vrais sujets, comment on finance, comment on accompagne. Et donc il y a un vrai combat à mener sur ce sujet-là. Et comment on rend ça sexy aussi, parce que créer sa boîte, ça a l'air maintenant, enfin ça paraît presque une normalité. Reprendre une entreprise, on en entend effectivement moins parler, c'est un vrai sujet. Et ça rejoint les sujets, par exemple, sur des publics en milieu de professionnalisation, dans les lycées professionnels. Il y a aussi peut-être des opportunités à saisir avec une logique peut-être de mentorat. Donc il y a plein d'outils, de dispositifs à réinventer ou à repenser. Oui. Lycée professionnel ou CFA, même chez les apprentis, je pense qu'il y a aussi une opportunité pour eux de s'ouvrir au-delà d'un savoir-faire, de s'ouvrir aussi à l'entrepreneuriat. Oui, parce que ce sont peut-être eux les repreneurs de demain, justement. Donc vraiment l'enjeu, c'est de pouvoir ouvrir au plus grand nombre et sur des publics effectivement qui sont très très éloignés du sujet entrepreneuriat et vraiment les éveiller. Voilà. On est assez d'accord, j'ai l'impression, sur l'enjeu. La question, tu l'as un peu posée, c'est comment ? Est-ce qu'il y a des pistes là qui sont en cours de réflexion ou des initiatives qui se mettent en place sur ces différents sujets et combats que vous souhaitez mener ? Là, moi, je pense qu'avec la nouvelle réforme du bac, le chef-d'œuvre est un moyen justement pour pouvoir aborder l'entrepreneuriat, puisque là, on va pouvoir impulser les compétences sociales, c'est-à-dire parallèlement à écrire, compter ou respect d'autrui, on va pouvoir travailler sur tout ce qui est esprit d'équipe. Et je pense que voilà, c'est important de pouvoir mettre en place des projets entrepreneuriaux au sein des établissements, et notamment donc au niveau des lycées, notamment avec le chef-d'œuvre. Je pense que c'est une porte d'entrée pour... Je découvre cette notion de chef-d'œuvre, c'est une nouvelle... C'est avec la nouvelle réforme du baccalauréat. Et donc ça permet pour les lycéens de travailler sur un projet entrepreneurial. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore ? Je pense il y a plein d'actions. Il y a plein d'actions et je pense qu'il faut continuer à financer en tout cas toutes ces structures d'intérêt général et toutes les structures même universitaires, en tout cas pour les encourager à se développer, peut-être à changer d'échelle aussi, à avoir, je dirais, encore plus de force sur les territoires et plus largement voilà, dans l'Hexagone. Isabelle ? Puis un des enjeux aussi, c'est effectivement d'accompagner le jeune sur un entrepreneuriat plus responsable. Enfin, notamment nous, dans l'accompagnement des entrepreneurs, on essaye de effectivement apporter cette brique complémentaire dans la démarche de création d'entreprise pour amener le jeune à réfléchir différemment, à penser différemment, plus responsable et à réfléchir à de nouveaux modèles économiques.
Voilà. Oui, donc on ne donne pas seulement les outils pour monter sa boîte, mais aussi les outils de réflexion dans la pédagogie pour questionner la société, son environnement et la place qu'on peut y prendre. Oui, il me semble, en complément, peut-être avoir une réflexion aussi à la fois nationale et locale de coordination. La BPI Création est très engagée sur ces questions à travers ses actions. Et il y a sans doute aussi à réfléchir à l'écosystème national, l'écosystème local, peut-être pour impulser, coordonner davantage. Il y a beaucoup d'énergie. Il ne faut pas qu'il y ait une déperdition d'énergie et on a besoin d'une gouvernance à la fois nationale et locale et qui soit portée par les acteurs. Cette énergie, vous l'avez mis en œuvre pour accompagner des milliers, des dizaines de milliers, je ne sais même pas les compter, si on additionne tout ce que vous avez fait les uns et les autres, mais pour accompagner de nombreux jeunes. Et je vous propose, après ce jingle, de donner la parole à un jeune qui est un peu moins qu'il y a quelques années, mais qui a été accompagné par de nombreux réseaux et qui va peut-être pouvoir nous apporter son témoignage. Merci à vous 5. Et encore bravo et bon courage pour les 20 ans à venir. Rendez-vous dans 20 ans. Merci. Merci. Comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'entre nous, il a été jeune un jour, Julien Noronha. Ça fait plaisir. Merci. Ça me fait plaisir de te retrouver. Tu as bénéficié de nombreux accompagnements à l'occasion de la création de ta première boîte. Un média dédié aux entrepreneurs, donc tu as bénéficié de Créarive, tu as été accompagné par l'incubateur d'Advancia, ton école, tu as été parrain à Entreprendre pour apprendre, tu as accompagné de nombreux entrepreneurs, notamment en étant coach des 24 heures chrono, membre du réseau Entreprendre et j'en passe. Aujourd'hui, tu es directeur des événements, du contenu et du digital à la direction de la communication chez BPI France. Déjà, bonjour, officiellement. Bonjour Ça Thomas. me fait plaisir de te retrouver. Tu es passé donc, par ces nombreuses structures avec la première entreprise, c'est un média dédié aux entrepreneurs que tu as monté avec 3 très brillants associés. Dont un super brillant devant moi. Et donc, tu as été un fin observateur de l'écosystème. Je serais curieux de savoir si ça a été facile à l'époque pour les 4 associés que nous étions, du coup, de savoir à quelle porte frapper. Écoute Thomas, au départ on est parti quand même d'un projet fou, hein, je dis on parce qu'on était ensemble sur cette aventure entrepreneuriale avec plein de questions d'étudiants qui ont un rêve de se dire on va créer une boîte à 4 potes de promo, un projet un peu border hein, puisque c'était à la base c'était une web radio, je sais pas si tu t'en rappelles, hein. On voulait créer la web radio des entrepreneurs. Connaissez rien aux médias, rien aux entrepreneurs. Rien aux médias, rien aux entrepreneurs et rien surtout, à tous ceux qui pouvaient accompagner. Le podcast n'existait juste pas parce qu'on était en 2008 hein, où il commençait à émerger. Donc c'était un projet fou et les premières questions qu'on s'est posées à ce moment-là, c'était de se dire où est-ce qu'on allait trouver de l'argent pour le faire. Et en fait, grâce, et là je le dis haut et fort, surtout qu'on parle à des enseignants et à des gens qui accompagnent les entrepreneurs, grâce à l'écosystème qu'on avait autour de nous dans notre école, on a su et on a pu parler aux bonnes personnes et ces personnes elles nous ont tout de suite réorientés, aidés, accompagnés et en fait c'est vrai que l'écosystème entrepreneurial il est riche et ça on va en parler mais derrière la réalité c'est que quand on a les bonnes personnes autour de soi pour nous orienter on s'est très vite tout frappé et le truc génial quand même c'est que et ça a été notre grande surprise hein, c'est que chaque porte à laquelle on frappe s'ouvre quand on est jeune et entrepreneur et ça il faut bien le dire il y a une bienveillance auprès des jeunes entrepreneurs qui est géniale et je recommande de continuer comme ça parce que c'est ce qui nous a aidés. Il y a souvent, on parle souvent des freins, alors à l'époque et puis aujourd'hui, ils peuvent encore exister, mais notamment cette question de la légitimité. Ce que tu dis, c'est qu'il suffit de frapper une porte pour qu'elle s'ouvre. Oui, tu sais, on a la campagne qu'on fait chez BPI France sur les entrepreneurs, c'est tentez votre chance, on vous aidera à la trouver. Et c'est vraiment ça, en vrai. C'est vraiment ça parce que l'écosystème, on a une chance extraordinaire en France d'avoir un écosystème très riche. Cette chance, parfois, elle peut se transformer en frein parce qu'on se dit bah, où est-ce que je vais, quoi ? Où est-ce que je vais par rapport à ce que je suis, à l'étape où j'en suis, à l'âge que j'ai, est-ce que je suis une femme, un homme. Il y a énormément de réseaux, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens pour vous guider vers ces réseaux. Il y a des gens pour vous accompagner. Et de toute façon, si vous frappez à la porte du mauvais réseau, il vous dira dans quel réseau aller parce que tout le monde bosse ensemble. Et donc aujourd'hui, je vais sur BPI France Création,
je vois l'étendue des réseaux possibles, je peux trouver en fonction de qui je suis. Tu le dis pour moi, c'est vrai qu'on a ce site qui est un peu le hub d'accès vers l'ensemble de l'écosystème. Dans ce site, il y a une cartographie de l'ensemble des réseaux. Il suffit de donner son profil pour savoir à quelle porte frapper. Et c'est un des exemples. Je suis pas là pour faire la promotion d'un site plus qu'un autre. Aller dans un salon d'entrepreneurs, aller sur les nombreux événements qu'on peut faire. En fait, aller chercher. C'est ça le message à passer. C'est que quand on va chercher, on trouve. Et vraiment, on trouve. Oui, les personnes qui sont là pour vous accompagner sont normalement présentes dans tous ces événements. Elles sont toutes présentes toujours. C'est un monde engagé, hein, tu le connais bien. Elles sont toutes présentes et toujours là pour aider. Un mot très rapide, qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux? Et on peut toujours faire plus, et ça, j'imagine que l'entrepreneur qui est en toi voit toutes les opportunités et les choses. Alors, l'entrepreneur qui est en moi, il est chanceux parce que à son époque, et là où, en fait, j'étais au bon endroit au bon moment. J'étais dans une école qui avait cet ADN entrepreneurial et qui nous poussait, qui nous accompagnait, qui nous guidait. Tout le monde n'est pas dans ce type d'établissement. Aujourd'hui, heureusement, 12-13 ans après, l'ensemble des écoles ont des gens en interne qui savent parler l'entrepreneuriat et qui savent guider. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, il y a un écécosystème complet. Ce que tu dis, c'est que tout le monde n'est pas dans ces écoles. La réalité, c'est que, vous savez, chez BPI France, on fait des tournées. C'est Patrice Béguet, Nicolas Dufour qui nous ont dit un jour, il y a 2-3 ans, il faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on aille dans les villes, il faut qu'on soit des forains de l'entrepreneuriat et de l'envie d'entreprendre. Donc, on l'a fait. Et là, quand on va sur le terrain, on se rend compte de beaucoup de choses. Et on se rend compte qu'en effet, tout le monde ne sait pas. C'est pas une question qu'il n'y a pas, c'est que les gens ne savent pas. Donc maintenant, c'est à nous d'être sur le terrain tous les jours, c'est à nous d'aller vers les gens pour dire aux femmes, pour dire aux jeunes des quartiers, pour dire aux territoires ruraux, pour dire à toutes celles et tous ceux qui se disent j'ai envie de monter une boîte mais je suis seul. Non, vous n'êtes pas seul, c'est faux de dire ça. Quand on est seul, c'est qu'on se renferme sur soi-même et qu'on se met dans sa bulle. Si on s'ouvre, si on va vers, il y a tout un tas de gens qui seront là pour vous aider. Julien, merci. Moi, je vais vers la conclusion de notre échange pour passer à la prochaine table ronde, juste après ce jingle. Si en 2 décennies, l'image de l'entrepreneur a évolué, s'il est aujourd'hui plus sexy d'être entrepreneur que consultant en soirée, les médias n'y sont pas pour rien. Au contraire, ils y sont pour beaucoup. Alors, pour évoquer le rôle des médias, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Miruna Radou. Bonjour à toi. Tu es spécialisée en psychosociologie de la communication. Tu as mené une étude sur le rôle, l'impact des médias sur cette notion d'entrepreneur. Et j'ai le plaisir aussi de dire que tu étais la directrice du master qui a fait de moi l'entrepreneur que je suis. Avec nous, 2 professionnels du genre, Yves Villagine. Bonjour Yves. Bonjour. Tu es journaliste spécialiste de l'entrepreneuriat aux Échos. Et à tes côtés, F. Chegaray. Bonjour. Bonjour à toi, entrepreneur, célèbre chroniqueuse de la tout aussi célèbre BFM Academy. Donc merci à tous les 3 d'être là. J'aimerais commencer avec Miruna, qu'on parle de cette étude que tu as menée et j'aimerais connaître et qu'on puisse partager, peut-être débattre ensuite des conclusions de cette étude. Que peux-tu nous partager? Il s'agit à l'origine d'une étude que nous avons réalisée en 2008 avec mon collègue d'Advancia à l'époque, Renaud Rodiancolo, de la représentation sociale de l'entrepreneur dans la presse française. Et cette étude, on l'a renouvelée par la suite à de nombreuses reprises, aussi bien sur la représentation sociale de l'entrepreneur que sur celle de l'entreprise familiale et de l'entrepreneur familial. Pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans une telle démarche? Parce que nous savons, en psychologie sociale, mais aussi en entrepreneuriat, que les médias reflètent la réalité, certes, mais ont aussi un rôle dans la construction sociale de la réalité. Pour faire simple, il s'agit de l'impact en fait, que les médias exercent sur les images métiers que chacun d'entre nous développe, sur la désirabilité de certains métiers, sur l'envie que les médias peuvent susciter chez les jeunes, mais aussi chez les entrepreneurs potentiels, de s'engager ou non dans cette démarche entrepreneuriale. Et à l'époque, en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est que la presse française avait joué un rôle très important dans le renforcement de la désirabilité par rapport au métier d'entrepreneur. Déjà en 2008. Déjà en 2008, mais que par contre, la dimension de ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, dans notre jargon scientifique, la faisabilité attachée à ce métier, c'est-à-dire la confiance en soi
quant à ses capacités de devenir ou non entrepreneur un jour, c'est là où les problèmes existaient déjà à l'époque. Et aussi, on avait constaté un autre souci qui, depuis, a été réglé, mais seulement en partie. Il s'agit du souci suivant. Les médias, comme dans ce rôle à la fois de reflet et de construction de la réalité, proposent aux individus un ensemble de modèles de rôle, des types d'entrepreneurs auxquels on s'identifie ou pas. Et à l'époque, donc en 2008, le type majoritaire, c'était masculin, c'était un homme, voilà, d'une quarantaine d'années, bien sous tous aspects, ayant fait des études, ayant réussi, ayant monté des boîtes, des belles boîtes. Et déjà à l'époque, on se demandait, et puis souvent américains, pardon. Oui, des Français, hein, mais on se demandait où sont un peu nos modèles. On se demandait mais où sont les femmes, parce que bon, on regarde les statistiques, un tiers des créateurs, et ça n'a pas bougé depuis. Où sont les autres, hein, c'est des migrants, des minorités, d'autres types. Il n'y en avait pas vraiment. Et voilà. Et donc on se disait. Au-delà de cette question du modèle de rôle, il y avait un autre problème qu'on avait constaté, qui était le type d'entreprise qu'on mettait en scène. On mettait en scène des belles entreprises, mais au sens de la taille, au sens d'une certaine image de l'innovation très visible, de rupture, très ambitieuse. Ça se mesurait en chiffre d'affaires et pas en impact. Exactement, performance économique. Et quand on regarde autour de nous, et on parle d'entrepreneuriat, on voit quoi? On voit ce qu'on peut appeler un entrepreneuriat du quotidien. On voit des restaurateurs, on voit des artisans, on voit des entrepreneurs qui produisent un impact positif auprès de leur quartier, auprès de leur communauté, mais qui entreprennent différemment, qui ont parfois des échecs. Tiens, la notion d'échec, quel tabou. Et on se demandait alors, mais on se demande aujourd'hui encore, mais où est-ce qu'on peut trouver cet entrepreneur du quotidien? On a, nous, dans la littérature académique, une notion pour le désigner qui est la dimension prosaïque, en fait, de l'entrepreneuriat, dans tout ce qu'elle a de noble, au final. Tu évoques plein de sujets. Moi, je serais curieux de me tourner vers vous. Alors, vous avez 3 heures, mais en seulement 15 minutes. Une copie double. Voilà. C'est dur d'enchaîner. Hein. Non, mais déjà, avant de parler des 3 sujets moi, que j'ai notés sur ce que tu disais, Miruna, en 2008, entrepreneur, c'était pas sexy. Enfin, je pense qu'on en a quand même. Oui, si, déjà. Oui, non, on était déjà dans la deuxième vague de l'entrepreneuriat d'Internet. On avait connu la première vague des startups. Avec Simoncini, PKM. Exactement. Donc, on avait déjà des figures, des rôles modèles d'hommes dans la tech. On était au début de la deuxième vague. Donc, on avait déjà une désirabilité sur toutes les entreprises tech, beaucoup. Ça a beaucoup changé depuis 2008, mais... Je suis d'accord avec toi, parce que, alors, je reviens sur la BFM Academy que j'ai lancée en 2006, et avec mon confrère avec qui on avait proposé ce projet à BFM Business, enfin BFM Radio à l'époque, on était en post-éclatement de la bulle 2000. Moi, il se trouve que dans mon réseau, en com, les gens que j'accompagnais étaient des gens qui montaient des startups, et je me disais, mais on ne parle pas d'eux dans les médias, en tout cas pas radio, télé. Je crois qu'il y avait Rue des entrepreneurs sur France Inter à l'époque. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais envie de montrer toutes sortes d'entrepreneuriat et de valoriser ceux et celles qui ont envie de monter des projets, quoi. Et puis petit à petit, avec la financiarisation de l'entrepreneuriat, le goût pour l'innovation, voire l'innovation de rupture, comme tu le dis, comme biais, comme voie unique, on s'est trouvé à parler que de start-up. Mais moi, je continue d'être fascinée par un restaurateur, un artisan. Enfin, ils se montent des boîtes depuis la nuit des temps, quoi. Donc, après, est-ce qu'on intéresse autant son public, parce que vous êtes aussi une entreprise avec, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, avec le boulanger du coin qui a peut-être quand même réinventé la manière de faire du pain, mais que la start-up qui va changer la mobilité, par exemple. Non, mais les exemples de réussite sont ceux qu'on met le plus souvent en avant, parce que dans les films de cinéma, on n'a pas d'acteurs moches qui tiennent les premiers rôles. Mais c'est la même... En fait, dans les médias, on a quand même une réalité qui est pimpante.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'articles sur les échecs. Alors ça dépend de quels médias on parle. Si on parle des médias grand public, effectivement, on va avoir toujours ce type d'entrepreneurs, jusqu'à très récemment, c'est-à-dire des hommes qui ont levé de l'argent, qui sont dans la tech, qui font rêver, qui sont dans la rupture de l'innovation. Mais des médias spécialisés comme les nôtres, les Échos ou les Éco-entrepreneurs, on parle d'échecs, on parle aussi de gens qui montent des restaurants, etc. Ce n'est pas les articles qui sont le plus significatif, les plus, voilà, dont les audiences sont Là, les on plus parle élevées, d'audience, ouais. mais il faut quand même donner des clés, et c'est important de montrer des entrepreneurs qui réussissent, qui parlent de leurs échecs, qui donnent des conseils. Il est impossible d'apprendre à entreprendre. Si nous-mêmes, l'un de nous ici, avait la martingale pour réussir ce qu'a fait Marc Simoncini, on ne serait pas sur ce plateau. Donc, non, mais on est d'accord sur le fait que tous, on a été là pour créer l'envie, pour montrer des modèles, parfois les critiquer. Quand tu parles des médias grand public, on sait aussi que souvent, l'entrepreneur qui réussit et qui donc gagne de l'argent, en France, on continue d'avoir un enjeu, on va dire un challenge autour du fait de parler d'argent dans les... C'est pour ça qu'on met de l'impact maintenant? Ben, c'est pour ça qu'on met de l'impact, hein. Ça aide à parler de ces choses-là. Je voudrais parler de glamour, puisqu'on a parlé de cinéma, de désirabilité et de sexy dans ton intro. Moi, je me souviens de jeunes entrepreneurs il y a quelques années. Enfin, d'ailleurs, on est jeune à tout âge quand on entreprend, parce que moi, je trouve que c'est l'entrepreneuriat qui rend jeune, qui renouvelle quelque chose dans le tissu cellulaire, certainement. Mais moi, je me souviens de jeunes me disant, en soirée, c'est quand même plus facile de brancher en disant j'ai monté une start-up avec des copains qu'en disant je suis consultant dans une tour à la Défense. Donc il y a ça aussi, mais tant mieux, quoi. Ça aide aussi à convaincre les parents de prendre une filière entrepreneur quand on a l'âge de faire des choix, etc. Donc tout ça, finalement, ça a fait bouillonner quelque chose. Ouais, hein. le vocabulaire est très important qu'on a utilisé dans les médias parce qu'on parle d'aventure entrepreneuriale. Et donc c'est la dernière frontière. Il y a quasiment plus d'endroits sur Terre à aller explorer. Ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À inventer des choses, et l'entrepreneuriat le permet. Donc cet aspect d'aventure est super important. Sur les profils, nous on essaye, en tout cas aujourd'hui, d'avoir des profils différents. On a vu émerger les femmes, et on a vu émerger ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de subsistance, ou l'entrepreneuriat de ceux qui créent leur propre emploi. Le fameux entrepreneuriat du quotidien que tu évoquais tout à l'heure, Miruna. C'est vrai qu'il n'y a qu'un mot pour le dire, entrepreneuriat, mais c'est quand même des réalités différentes. C'est des réalités très différentes, et en particulier sur les jeunes. C'est très différent d'être un diplômé d'une grande école qui va créer son projet d'entrepreneuriat et d'entreprise dans un incubateur bien au chaud, avec les financements qu'il faut, etc., et de sortir d'un CAP de cuisine, d'être un chef et de monter un restaurant, même si on a un peu d'ambition dans son projet. Ça, c'est très différent, et ça, c'est pas très présent dans les médias. Miruna, je te voyais réagir sur cette notion de champ lexical autour de l'aventure. Oui, tout à fait. Je pense que on voit là déjà pondre le risque en fait de ce langage qui effectivement est un langage très valorisant, très positif autour de ce que ça veut être de développer une identité entrepreneuriale, parce qu'il s'agit de ça dans le projet. On développe une entreprise et on change de peau, comme tu le dis. Cela transforme non seulement son tissu économique et l'entreprise, l'organisation, mais on se transforme personne soi-même. également. Oui, donc c'est un travail sur soi, c'est une transformation d'identité. Et d'une identité qu'on voit bien très valorisée au travers du discours médiatique et du discours éducationnel en général, politique, n'en parlons pas. Mais il y a quand même derrière tout cela un risque, celui d'engager sur ce trajet-là, à force de dire c'est pour tout le monde, d'engager peut-être des jeunes qui, au fond, n'ont pas un véritable désir, une véritable vocation, voire les qualités. Parce que comme tout métier, c'est un métier qui demande des compétences spécifiques. On oublie de le dire, à force de parler de vocation, on oublie de parler de métier et donc du coup de compétences. Est-ce que c'est pas aussi une question d'équilibre à trouver, parce que la recherche d'ambition et donc de qualité, c'est important, sinon on reste à un point zéro. Est-ce que cette recherche d'ambition et de valorisation de la qualité de la réussite, elle ne peut pas se faire en parallèle? Et là, je me tourne vers vous, mais aussi dans la manière de mieux expliquer l'échec et de le relativiser aussi, parce que, à la limite,
on peut chercher la réussite, et si on se plante, effectivement, ça peut être un problème si c'est la seule fin possible. Mais il y a des fins après l'échec, il y a des suites. Le discours qui a changé dans les médias, c'est que l'entrepreneuriat, en particulier pour les jeunes, moi je vois sur les profils qu'en 2000, dans des magazines comme l'Entreprise, on mettait en avant des profils d'entrepreneurs, on mettait en avant des profils d'entrepreneurs qui avaient déjà une expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on disait, le discours dominant, c'était faites votre expérience professionnelle, appliquez-la dans votre entreprise. Au-delà, l'entrepreneuriat, c'est un projet de deuxième partie de carrière. Alors là, on est sur les 20 ans de l'entrepreneuriat jeunesse, où c'est souvent le premier job. Mais oui, absolument. Aujourd'hui, on dit aux jeunes, allez-y très tôt, parce que les risques vont être limités pour vous, avec les limites qu'on a dites tout à l'heure sur les jeunes qui sont issus de quartiers ou avec des compétences et des accompagnements un peu différents. Mais c'est surtout, ça peut être une première carrière pour vous et ça peut être une expérience professionnelle de premier rang dès le début. Reste à savoir si cette carrière professionnelle est ensuite valorisée quand ils arrêtent ou quand ils échouent. Ça, c'est autre chose. Mais effectivement, le profil qu'on met en avant et le discours qu'on dit, on dit c'est valorisant aujourd'hui. Ça me donne l'impression, Yves, que c'est un peu devenu le service militaire de notre époque, finalement. Moi, j'ai d'ailleurs même des proches entendu dire « Non, mais on le laisse monter sa start-up, on dit il en apprendra bien quelque chose de toute façon. » Voilà, alors après, ça questionne sur qui finance ça, enfin, comment ça s'insère dans notre société. Voilà, il y a une frontière qui nous reste encore, c'est la capacité à parler de l'échec, du rebond, de comment c'est un phénomène apprenant et peut-être même au sens large. Il n'y a pas longtemps, j'avais envie de m'inspirer de ce modèle américain qui fait des conférences très suivies sur l'échec. Ça s'appelle les FAIL, qui veut dire raté, con, qui veut dire conférence. Et je peux vous dire que j'ai pas été bien reçue en France. L'idée n'a pas pris. Voilà. On a notre façon, je pense, à trouver pour parler de ça et voir. Peut-être qu'on manque de recul d'ailleurs encore. Enfin, 20 ans, on en a, mais il y a encore à faire. Moi, je me rappelle que faire un article 5 façons de réussir, ça marche moins bien que 5 façons de se planter. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une attente du public mais Thomas, quand vous faites un papier 5 façons pour vous planter, vous le tournez aussi... non, comment contourner l'échec, comment le surmonter. Personne n'entreprend... Alors, ce qu'on dit dans les médias, et je crois qu'on le dit dans les accompagnants, personne n'entreprend pour se planter. Ça, ni même juste pour essayer, au fond. Non, ni même juste pour essayer. C'est ça. Tout le monde entreprend pour monter. Oui, tout le monde entreprend pour monter une belle boîte et avoir Enfin, sinon, on n'entreprend pas. Ça me paraît. Non, mais après, si, tu parlais aussi de l'entrepreneuriat, pardon, j'ai perdu. De proximité. Non, mais au-delà de proximité, c'était de par obligation. Tu me disais quand on préparait. Oui, tout à fait. Mais on l'oublie en fait. On est tellement dans cette notion de rêve, d'aventure, d'engagement personnel, dans une trajectoire au fond d'accomplissement de soi, qu'on oublie qu'il y a des personnes pour lesquelles l'entrepreneuriat est une solution face à un emploi qui devient problématique. Dans certains écrits académiques, on parlait de l'entrepreneuriat comme du visage amical du capitalisme, c'est une traduction de l'anglais. C'est-à-dire que là, on peut du coup questionner la dimension politique de ce discours qui traverse nos médias et qui nous traverse et qui du coup a un impact sur les jeunes et sur les entrepreneurs potentiels autour de nous. La question de notre responsabilité, qui est une responsabilité éthique, nous tous acteurs de l'entrepreneuriat français, dans quelle mesure on est conscient que certains embrassent l'entrepreneuriat, parfois comme une solution transitoire, à d'autres occasions comme une solution définitive, en tout cas durable, parce que pour des raisons de précarité, pour des raisons problématiques autour de l'emploi. Et c'est à partir de là qu'on ne peut pas, au final, je pense, éluder une pensée globale du couple entrepreneuriat-salariat. Moi, je trouve que ça invite, à travailler ou à réfléchir en boucle, parce que dans nos vies, on vit des cycles. On est plusieurs ici à avoir eu plusieurs vies professionnelles, ou alors qui s'imbriquent plus ou moins directement. Peut-être ce qui est important, c'est de commencer à expliquer que les trajectoires professionnelles, on a dit trajectoires, sont pas des choses qui vont que d'un point A à un point B. C'est pas linéaire, donc on peut réussir pendant un temps. Il y a plein de nuances. On arrive peut-être au bout de 20 ans dans le moment de la nuance, je ne sais pas.
Je me rappelle d'un entrepreneur sur un événement qui me dit c'est super ce que vous faites avec tout votre optimisme, mais moi j'ai planté ma boîte, du coup j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma maison, et ça vous vous en rendez pas compte, et puis Émile vous en parlerez même pas. Enfin, oui, tout à fait. Je repense à ça. C'est cette notion, au fond, c'est le coût. Quels sont les coûts de l'entrepreneuriat? Mais comme après, toute réussite, on a été habitué pendant 2 ans là à parler de bénéfices-risques. Est-ce qu'il n'y a pas quand même plus de bénéfices à apporter l'entrepreneuriat? Tu vois, je pense Thomas, qu'il faut parler pas du rapport bénéfice-risque, mais du rapport bénéfice-coût. Il y a des coûts dans toute réussite humaine, quelle qu'elle soit, dans toute démarche, dans toute action, j'oserais dire. Donc, quels sont les coûts, quels sont les coûts? Qu'est-ce que les coûts personnels, les coûts financiers, les coûts en termes de temps, d'effort, d'énergie, à quoi je renonce? Donc, il ne s'agit pas de risques, mais de coûts. Et il faut assumer ces risques, ces coûts-là, dès le départ, se dire qu'ils sont normaux, et ensuite travailler avec, mais travailler ce couple-là. Et pour simplifier le discours, mais même nous en salle de classe, on a tendance à parler des bénéfices, lorsqu'on veut convaincre autour de soi. Et peut-être qu'un discours apaisé autour des coûts serait aussi il y a des jobs salariés qui jouent beaucoup des mariages aussi, ceci dit. Il y a 2 choses. Il y a ce principe de l'effectuation qu'on enseigne en entrepreneuriat qui s'appelle la perte acceptable. C'est exactement ce qu'elle fait référence. C'est-à-dire que quand on entreprend, il faut... Est-ce que tu es prêt à perdre ta femme ou ton mari? Voilà, peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, il faut accepter de mettre des choses sur la table qu'on a perdues et qu'on considère comme investies. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais quand même qu'on revienne, c'est tous ces entrepreneurs qui sont des entrepreneurs salariés, c'est-à-dire qu'en fait, dont on a transformé l'emploi en entrepreneur. Et ça, c'est autre chose. Alors, on en parle beaucoup. Attends, tu parles de l'entrepreneur qui a créé son emploi ou de celui qui est employé, qui a cette âme d'entrepreneur, l'intrapreneur? Celui qui est à son compte, quoi. Oui, celui qui est à son compte. Qui a créé son job, quoi. Celui qui devient consultant parce que la boîte ne veut plus le salarié, mais ça s'est beaucoup passé dans la formation. Tout ça, ce sont des centaines de milliers d'entrepreneurs. Dans les médias aussi. C'est presque, les derniers chiffres, je crois que c'est presque 3 millions d'indépendants en France aujourd'hui. Enfin, il y a plus d'1 million d'indépendants depuis 10 ans. Ça, c'est de l'entrepreneuriat dont on s'occupe peu et qui est une forme d'entrepreneuriat dont les médias sont peu présents sur le sujet, en fait. On le cerne mal encore. Oui, on le cerne très mal. Ouais. J'observe en vous trois des professionnels des médias parce que le timing est parfaitement respecté. Évidemment, on aurait pu passer un plus long moment ensemble, mais merci donc à vous trois. Merci à vous d'être toujours là. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup intéressé et je vous propose de nous retrouver juste après ce jingle. Si les médias éclairent le grand public sur l'entrepreneuriat, nombreux sont celles et ceux qui éclairent notre jeunesse sur les opportunités qui s'offrent à elle. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Annie Anaïchi. Bonjour. Bonjour. Annie, tu es directrice générale, déléguée à l'université Gustave Eiffel. À tes côtés, Mélanie Suercy. Bonjour. Bonjour. Tu es directrice générale d'Enactus. Et avec nous également Sylvain Stark. Bonjour. Sylvain. Tu es maître de conférence à l'université de Lorraine. Et à tes côtés, avec nous, Véronique Blanc. Bonjour. Bonjour. Je profite de ce bonjour pour redescendre mes yeux sur l'affiche et lire mes notes. Tu es fondatrice de Rencontres Entreprises Enseignants, R2E pour les intimes. Alors, pour que nos spectateurs comprennent d'où vous parlez et ce que vous faites pour cette jeunesse, en quelques mots, comment vous œuvrez au quotidien, respectivement les uns les autres. Je démarre avec vous, Annie. Oui, bonjour. Donc, moi, Annie Anaïchi, donc je pense que j'interviens aujourd'hui davantage sur ma carrière autour de l'entrepreneuriat, donc au démarrage de l'OPPE, donc à l'époque, où effectivement j'ai contribué, on va dire, à développer des dispositifs pédagogiques autour de l'entrepreneuriat et du développement de l'esprit d'entreprendre. Tu parles au passé, mais aujourd'hui encore, Alors aujourd'hui, tout à fait, aujourd'hui, donc je suis directrice générale déléguée à l'université Gustave Eiffel et dans mon périmètre, effectivement, il y a la question de l'insertion professionnelle, mais aussi de l'entrepreneuriat, donc de comment on accompagne des jeunes
à la fois sur leur réussite académique, donc pour avoir un diplôme, et aussi pour mener de front aussi ce double enjeu pour eux, c'est-à-dire entreprendre pour ceux qui ont un projet entrepreneurial et réussir leurs études. Donc c'est un peu autour de ces questions-là que je suis invitée aujourd'hui. Mélanie, un mot sur Enactus ? Alors Enactus, c'est une organisation qui depuis déjà presque 20 ans, on fête aussi bientôt nos 20 ans, accompagne des étudiants à développer leurs compétences pour innover au service de la société et de l'impact, et depuis plus récemment aussi des lycéens et des professionnels en entreprise. Sylvain. Voilà, donc moi, je travaille sur effectivement la question du développement de l'entrepreneuriat dans le secondaire, le primaire et dans le supérieur. Et l'idée pour moi, c'est de comprendre les liens qui peuvent se tisser entre ces formations et la question de la participation sociale, avec un regard effectivement des sciences de l'éducation et de la formation qui interroge les formes de développement des individus, des sociétés, des collectifs culturels qui sont liés à ces nouvelles manières de former et d'entreprendre. Et on va en parler. Véronique. Alors R2E, oui, R2E pour les intimes, seulement pour les intimes. Donc j'ai créé Rencontre Entreprise Enseignants en 2013, alors que j'étais enseignante moi-même, pour créer des rapprochements entre l'école et l'entreprise, avec en particulier le sujet de l'entrepreneuriat, puisque c'est très intéressant pour un enseignant de mettre en action sa classe, ses élèves, sur des projets qui les intéressent. Et donc dans l'association, ce que nous proposons, ce sont des formations pour les enseignants, donc des méthodes pour qu'ils travaillent en classe avec leurs élèves, à l'issue desquelles ils peuvent présenter un concours, donc un concours entrepreneurial. Et nous avons 2 types de concours entrepreneuriaux, un pour la voie générale et technologique et un pour la voie professionnelle. Qui ont 2 vocations différentes ? Alors, qui correspondent en fait à des espaces pédagogiques différents. Dans la voie générale et technologique, c'est un concours basé sur une option de seconde qui est méconnue, mais qui mériterait d'être davantage connue, qui s'appelle le management et gestion, qui permet à l'enseignant pendant toute l'année, à 1h30 par semaine, de proposer une création d'entreprise ou d'association à leurs élèves. Et le deuxième concours dans la voie professionnelle s'inscrit dans la réforme de la voie professionnelle. Il s'agit pour les élèves de présenter un chef-d'œuvre entrepreneurial. Effectivement, on en a parlé. Il y a eu 2 tables rondes, je crois, avec Carole Pétel. Alors, on parle de ces 20 ans. On fête les 20 ans de l'entrepreneuriat jeunesse. Avec vos regards respectifs sur cette jeunesse que vous côtoyez au quotidien, qu'est-ce qui s'est passé, Aïni ? Alors, moi, je pense qu'effectivement, j'ai un peu réfléchi à la question quand voilà, pour l'organisation de cette table ronde. Et c'est vrai qu'en 20 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, en fait, la question, la commande publique à l'époque, sur notamment l'OPPE, c'était de recenser et de promouvoir les actions en faveur du développement de l'esprit d'entreprendre, beaucoup plus d'ailleurs que de l'entrepreneuriat pur et de la création d'entreprises, à la fois dans l'enseignement secondaire et supérieur. Donc il s'agissait, il y avait 2 vocations, c'est celle de recenser ces dispositifs, de les décrire, et la deuxième chose, c'était de permettre à ceux qui souhaitaient monter des actions, de s'en inspirer en fait et de les reproduire à leur niveau. Partage de bonnes pratiques. Exactement, c'était beaucoup plus un partage de bonnes pratiques, un recensement de pratiques était assez éparse en fait ici et là, début des années 2000. Quand tu me parlais de toutes ces initiatives et de ceux qui les portaient, tu me disais que c'était des pionniers. Oui, c'était des pionniers dans l'enseignement secondaire, c'était aussi des pionniers dans l'enseignement supérieur, même si il y avait quand même une culture, notamment au niveau des IUT, de quelques écoles d'ingénieurs, etc., où il y avait des incubateurs, des dispositifs un peu emblématiques. Je pense à CréaUT par exemple, ou au Mindales qui avait déjà un incubateur dans les années 80. Donc, mais c'était quand même assez éparse. Et puis il y a eu ce que moi j'appelle des boosters, c'est-à-dire à un moment donné, l'éducation nationale a mis en place le socle commun des connaissances et des compétences. Je crois que c'était en 2005 ou 2006, où il y avait 7 piliers. Et le 7e pilier, c'était autonomie et initiative. Donc ça mettait sur un même piédestal apprendre
apprendre le français, apprendre à calculer et développer l'autonomie et l'initiative. Donc il y a beaucoup d'associations et d'acteurs qui du coup, ont pu s'emparer du sujet et on fait une offre de service justement aux lycées, aux collégiens, autour de ces thématiques. Et puis après, dans le supérieur, on a eu les plus emblématiques, c'est les PE, donc qui sont devenus des pépites par la suite, oui. Et qui sont venus en fait structurer et amener du sens justement et amener des missions concrètes, c'est-à-dire qu'on a recruté des gens pour développer l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur. C'est tous les référents qu'on a eus dans les établissements d'enseignement. Et je pense qu'il y a aussi une réforme majeure dans l'enseignement supérieur, c'est la loi LRE qui a amené aussi ce qu'on appelle la création des bureaux d'insertion professionnelle. Et c'est au niveau de ces bureaux d'insertion que l'entrepreneuriat a pu s'exprimer, parce que c'est une voie aussi d'insertion comme une autre, comme le salariat et comme d'autres. Et donc je pense que tout ça a amené aujourd'hui à plutôt une culture entrepreneuriale un peu, on va dire, assez diffusée, en tout cas, dans l'appareil d'enseignement. On peut presque la toucher. On en parle beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ans. Mélanie? Alors, Enactus était assez pionnier en fait dans le fait de faire vivre aux étudiants une expérience d'entrepreneuriat à impact en parallèle de leurs études. Et il y a 20 ans... Rappelle-nous le début. Il y a le début d'Enactus. Oui, voilà, il y a 20 ans en fait. Bon, moi, on me l'a raconté, je passais le brevet des collèges à l'époque. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Enactus existait déjà aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays. Et il y a 20 ans, on nous a dit, vous, ça ne marchera pas en France, vous n'êtes pas des entrepreneurs. Et en fait, 20 ans plus tard, on est présent dans 95 établissements d'enseignement supérieur et à peu près 75 lycées professionnels, et avec une demande qui est croissante. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ce qui a vraiment changé, ce qui a été assez marquant, c'est qu'il y a encore 10 ans, vraiment, on ne parlait pas de projet d'entrepreneuriat social. On était obligé de toujours expliquer que l'entrepreneuriat et le social peuvent s'associer. Et finalement, on arrivait en parlant de projets d'économie sociale, projets solidaires. 95% des projets des étudiants portaient sur l'international, donc c'était vraiment de l'humanitaire. Et que ce qu'on a observé, c'est déjà une dédiabolisation progressive de ce terme d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on comprend qu'on peut mettre l'entrepreneuriat au service de la société et de la planète, au service du sens. Et aussi, il y a un regain d'intérêt pour agir là, en fait, près de chez moi, sur mon territoire, sur le territoire national, ou même sur des enjeux qui sont globaux. Sylvain ? Oui, alors je dirais, moi, un changement notable, et c'est ce qui a provoqué, en fait, tout mon intérêt pour le sujet, c'est le discours de François Hollande en clôture des assises de l'entrepreneuriat dont on a parlé dans les 2013, tout à fait. précédentes, absolument, et qui indique, une parole présidentielle, ce n'est pas rien, et qui indique que pour stimuler l'esprit d'entreprise et l'initiative en France, il revient d'abord à l'école de s'assurer de ses missions, ce qui est quand même tout à fait une prise de position inédite dans le paysage français. Et je l'entends d'autant plus qu'au-delà de tous les dispositifs, de toute l'organisation pédagogique, etc., en termes de programmes, en termes d'action d'enseignement, c'est véritablement un projet de société, un changement de projet de société qui pour moi est recouvert dans ce discours. Et donc mes travaux et les gens avec qui je travaille, on a pour ambition de rendre plus lisible ce projet et de pouvoir assurer un dialogue autour de ce projet, puisque pour l'instant dans l'espace social il semble quand même assez absent. Et donc y compris le questionner, mais on va y revenir, Véronique, sur voilà, ton observation ta tour de contrôle. Comment tu as vu évoluer ces 20 années d'entrepreneuriat? Alors peut-être pas directement auprès des étudiants, mais en l'occurrence auprès des professeurs. Oui, alors auprès des professeurs, effectivement, il y a 10 ans en arrière, dans les salles des professeurs, on ne parlait pas beaucoup d'entrepreneuriat, ou ceux qui en parlaient étaient vraiment peu nombreux. Et progressivement, du fait de l'impact de tout le travail associatif qui a été fait, c'est devenu de plus en plus un objet de discussion, d'interrogation.
Et j'ai vu sur le terrain, puisque je ne suis plus enseignante seulement depuis une petite dizaine d'années, j'ai vu beaucoup d'évolutions et cette dédiabolisation dont tu parlais, cette intégration dans le cadre de l'économie sociale et solidaire avec la recherche de sens, je l'ai vraiment vécu. Et voilà, je pense qu'on est à un tournant vraiment à l'heure actuelle. On parlait de toutes les initiatives que vous portez respectivement dans les établissements et tous ceux qu'on a reçus aussi autour de ce plateau là pendant 2 jours. Il y a le rôle des médias. Il y a les réformes, mais il y a aussi l'apparition depuis 5 à 10 ans de modèles inspirants en fait, d'entreprises sociales montées par des jeunes. Et je vois la génération des plus jeunes dans mon équipe, eux, ils ont grandi avec des Ticket for Change, Make Sense, Coexister, Lita.co, qui ont été créés par des jeunes, des profils assez variés. Là où moi, de génération Y, à part Younous, il n'y avait pas grand monde, donc un peu plus compliqué de s'identifier. Et ça, je pense que ça a joué aussi dans le fait que les jeunes ont plus envie d'entreprendre au service de l'impact aujourd'hui. Alors, quand on préparait cette table ronde, je vous ai demandé demain, en fait, est-ce qu'il reste des sujets sur la table à creuser? Tu commençais, Sylvain, à porter un premier sujet que tu souhaitais mettre sur la table. Ouais, c'est le moment. Oui, absolument. C'est effectivement, est-ce qu'on a bien compris ce que c'est qu'entreprendre? C'est la question, je pense, qu'il faut explorer, parce que souvent dans les pratiques, effectivement, qui sont développées, on voit qu'on parle d'aventure. Et c'est vrai que du désir, il y en a. L'entreprendre, ça fonctionne au désir, au souhaitable. Et puis, on parle de projet. Mais ce qu'on met moins en perspective, c'est que entreprendre, c'est créer du contexte, c'est créer un monde. Et on voit bien aujourd'hui, avec notamment le projet qui est porté par le groupe Facebook, dont on a entendu parler récemment, oui, sur les métaverses, on voit bien que derrière ceci, il y a une véritable création, une ambition de créer un monde alternatif, un monde parallèle, on ne sait pas trop comment le qualifier. Et la question que ça pose tout de même, dans la responsabilité de ce que c'est que de créer un monde. On traverse aujourd'hui une crise climatique, écologique, une crise sociale qui est tout à fait considérable, qui est devant nous. Il n'y a pas que de la crise. Mais en tout cas, tout ça nous invite à nous reconnecter sur nos environnements. Et quand on voit qu'en parallèle de ceci, on a l'idée et la puissance du groupe Facebook qui est en capacité de porter au jour un métaverse et donc de nous déconnecter, je veux dire, tout ça pose question sur le sens de mais est-ce que tout entreprendre est désirable et est-ce qu'on a bien compris la responsabilité qui est liée à entreprendre? Et je pense que dans le cadre que tu évoques dans Enactus, etc., ou Véronique, quand tu parles du travail qui est fait dans les écoles, on voit bien cette question de la responsabilité qui est au cœur de tout ça et du lien social et des questions politiques que ça pose. Après, dans toute entreprise, et depuis quand même quelques années, on parle beaucoup de mission, de vision, ça commence à infuser. Et alors, certes, on voit des projets comme, on parle de Facebook, toutes les entreprises ne sont pas Facebook non plus, mais j'ai quand même le sentiment qu'on questionne le monde dans lequel on a envie de vivre. Moi, en tout cas, dans les projets que j'ai vus là, ces 10 dernières années, maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire du côté universitaire, quand je participe à des jurys avec des projets d'étudiants, il n'y a pas un projet où il n'y a pas cette dimension-là. C'est-à-dire il y a des dimensions de l'économie circulaire, de la résilience, etc. Donc demain, il faut qu'on vive à peu près aussi bien que maintenant, avec beaucoup, beaucoup moins. Donc c'est dans la contrainte que naît la création, et donc il va y avoir des marchés importants. La question que moi je me pose, c'est qu'est-ce qu'on est capable justement d'accompagner le développement de ces entreprises avec un nouveau logiciel aussi, c'est-à-dire un nouveau logiciel en termes de business économique, enfin de business model. Sans doute qu'on ne crée pas, qu'on n'a pas le même business model dans une entreprise technologique que dans une entreprise qui est moins technologique, mais qui est beaucoup plus, qui est aussi emprunt avec les questions environnementales ou les questions sociétales, etc. Donc c'est aussi un questionnement. Mélanie ? Oui, c'est exactement ça en fait, c'est de partir des sujets de l'impact social et environnemental. Et moi j'ajouterais vraiment dans les enjeux que je vois, les messages qu'on a encore besoin de faire passer fortement, c'est le fait qu'on n'a pas, que l'objectif c'est pas que de créer des entrepreneurs et des entreprises. Et je pense que c'est à peu près seulement 20% des étudiants, même passés par Enactus, qui pourtant ont vécu une expérience entrepreneuriale, qui deviennent vraiment entrepreneurs, c'est de créer des entreprenants
En fait, des personnes qui ont l'esprit d'initiative, la confiance, la capacité à porter des projets et qui soient drivées par le sens, par l'impact social environnemental. Et ça, on a besoin de ces personnes-là partout. C'est comme ça qu'on transformera la société finalement. Et que ce soit des jeunes comme ça qui puissent ensuite aller dans les entreprises, les institutions et pouvoir monter des initiatives un peu à l'image de ces collectifs citoyens qui commencent à émerger dans pas mal d'entreprises et qui font bouger les lignes dans leur entreprise. Je vais tous les deux réagir. Le programme éducatif continue d'encourager ça, en fait. Et effectivement, pour faire bouger les lignes et pour faire passer ces messages-là, il faut pouvoir aussi compter sur les enseignants pour faire passer ces messages, d'où l'importance du travail en direct avec les enseignants, d'où l'importance de reconnaître le travail qu'ils sont capables de faire avec leurs élèves. Mais quand on questionne la question du sens de la société dans laquelle on veut vivre ensemble, a priori, il y a cette question de la citoyenneté finalement, et c'est aussi le premier rôle peut-être des enseignants que de créer des citoyens. Absolument. Ils sont énormément en recherche de sens aussi. Ceux qui participent à des projets comme les nôtres, les enseignants, une des raisons principales qui font qu'ils s'engagent avec nous, c'est aussi leur développement personnel, professionnel, redonner du sens à leur métier d'enseignant. Et effectivement, à travers ce questionnement-là, les enseignants, en travaillant avec leurs élèves en mode projet, en mode création d'entreprise, ils apprennent aussi, ils apprennent les uns des autres. On apprend énormément. On apprend énormément avec ces élèves. Et on est capable de les aider à se projeter tout en se projetant soi-même pour faire bouger les lignes, pour atteindre ces objectifs-là. Ouais, pour moi, ça pose quand même deux questions, parce qu'on voit que les questions, on a du mal à les éclairer, à y répondre nous-mêmes. Et je me mets à la place d'un enseignant ou d'une personne qui accompagne des personnes qui sont dans des dynamiques de formation à l'entrepreneuriat. De quelles compétences, de quelle expertise, de quelles ressources on dispose pour pouvoir éclairer ces questions. Je pense que ça, c'est vraiment un horizon qui nous attend. Parce que fondamentalement, ça pose quand même une difficulté de former aujourd'hui à l'entrepreneuriat. C'est qu'on a une obligation de former nos étudiants, nos élèves, pour qu'ils s'insèrent dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce qu'on a en vue, c'est l'entreprendre de demain, et où on n'a pas encore les clés. Et donc, on est dans une tension, vous voyez, entre entreprendre, aujourd'hui, on voit ce que c'est, mais on voit aussi par moments où ça nous conduit, et comment, en fait, dans cette double injonction paradoxale, on arrive à se situer. Et je pense qu'effectivement, en prenant appui sur toutes ces initiatives, de les informer, d'instaurer un débat, de mutualiser ceci, je pense qu'on a un beau projet devant nous. Oui, et puis nous, on ne travaille vraiment jamais seul sur ces initiatives associatives, c'est vraiment avec les enseignants. Je dirais que c'est même plus les enseignants, c'est eux qui sont face à leur classe et on va leur fournir les outils, les ressources, réfléchir avec eux pour mettre en œuvre ces initiatives. Est-ce que tout finalement ne se joue pas autour de deux questions, est-ce que c'est possible? Et en fait, on se rend compte souvent qu'on trouve les moyens. Et la seconde, c'est est-ce que c'est souhaitable? Et là, charge à chacun de définir le souhaitable. En tout cas, moi, je souhaitais rester très longtemps avec vous. Malheureusement, notre échange touche à sa fin. C'était très plaisant et je pense qu'on va poursuivre le débat après le générique qui va suivre. Merci à tous. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais on ne pouvait pas se quitter sans recevoir celle qui est à l'origine de ces deux journées qu'on a passées ensemble. Neila Tabi, bonjour. Bonjour. Neila, tu es en charge de la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat, ce qui tombe plutôt bien, vu que c'était notre sujet toute la semaine. Tu as suivi toutes les tables rondes. J'aimerais savoir ce que tu as gardé. Mais en fait, il y a quand même pas mal de messages forts qui ont été relayés par tous nos speakers, notamment dans cette évolution. Finalement, c'est cette jeunesse qui est en quête de sens, finalement, qui s'engage, qui a le goût de l'aventure entrepreneuriale. On a aussi dit que la création d'entreprise, c'était plus trop tabou, en fait, aujourd'hui, mais il ne faut pas être trop réducteur et pas uniquement parler de création d'entreprise, mais d'entrepreneuriat et de développement des compétences entrepreneuriales. Parce qu'en fait, notre objectif à nous, chez BPI France, sur la sensibilisation, c'est pas de faire de tous les jeunes des créateurs d'entreprises, mais c'est aussi... Sinon, ils n'auraient plus de collaborateurs, d'ailleurs. Complètement. Mais c'est de développer
l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprendre chez ces jeunes, une culture entrepreneuriale en France en fait. Donc ça c'est ce qui a été dit. On a aussi parlé d'un foisonnement de des dispositifs, mais pas forcément une bonne visibilité ou une cohérence. Et BPI France Création travaille justement à cette cohérence en structurant, en essayant de travailler avec les acteurs sur le territoire à la construction d'un continuum, avec un passage de relais qui se fait de façon beaucoup plus fluide. Et donc, ce qu'on a aussi dit, c'est qu'il fallait faire évoluer l'image de l'entrepreneur, en tout cas sa figure et le type d'entreprise, parce que finalement, il faut montrer aussi la diversité de ces entrepreneurs. Et donc, je pense que les médias ont pris le sujet, et c'est très bien. Et il y a une démocratisation qui se fait de toute façon. Et avec cette idée aussi d'aller à la rencontre de la diversité des publics. Et complètement, et que le droit commun puisse toucher l'ensemble de ces jeunes partout en France. Et ça, c'est très important, et c'est vraiment un chantier de chez BPI France Création. Et du coup, je voudrais aussi parler de la formation des enseignants, parce que finalement, c'est une demande aussi de ces enseignants qui sont engagés. On a lancé lors de cette semaine le hashtag enseignants entreprenants, et c'est justement célébrer aussi leur engagement, et ils ont aussi besoin de formation, d'être outillés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé cet espace enseignant sur le site bpifrance-création.fr, et on a lancé aussi un MOOC qui s'appelle Cultiver l'esprit d'entreprendre des jeunes. D'ailleurs, j'invite tous les professionnels à y accéder, c'est gratuit et c'est en ligne. Je parlais de conclusion, mais en fait, c'est pas fini. Ah, tout à fait. Donc, j'avais l'air étonné, mais... Oui, j'avais l'air étonné, mais en effet, c'est la première brique d'une semaine qui va être très très riche. Dès demain, des réseaux à la fois qui accompagnent et sensibilisent les jeunes, et les réseaux classiques de la création et du financement vont travailler ensemble justement sur des thématiques qui nous sont chères, le passage de relais, ce fameux continuum qu'on doit structurer, l'entrepreneuriat féminin, faire qu'il y ait plus de booster finalement l'ambition de ces jeunes femmes dans leurs projets, et également aider ces associations qui ont besoin aussi de moyens pour pouvoir y arriver, de pouvoir passer à l'échelle pour faire du volume. Il faut aussi leur donner les moyens. Humains, financiers, bien complètement. Le mercredi prochain, il y aura une journée en présentiel et en digital, donc au siège à Paris, au sein de BPI France, où là, il y aura des tables rondes, des ateliers de créativité, on va expérimenter des outils, et donc là, c'est vraiment un foisonnement, donc en présentiel, avec tout un tas de speakers passionnants et passionnés. Et puis, je voudrais aussi saluer l'engagement de tous les acteurs, de tous les réseaux sur tous les territoires, parce que jeudi, l'ensemble des réseaux sera mis à l'honneur. Tout le monde a participé. Il y aura une 50aine d'événements qui seront organisés partout en France sur le territoire. Et justement, pour célébrer sous cette bannière de cette semaine anniversaire, l'engagement de tous les acteurs et de tous les enseignants. Effectivement, on peut les féliciter. On peut te féliciter aussi pour toute cette organisation. C'était très riche. Moi, j'ai appris plein de choses, et pourtant, je pensais en savoir beaucoup. Donc, bravo à toutes les équipes. Et il n'y a pas que moi. Je voudrais aussi remercier, il y a moi, bien sûr, mais il y a Evelyne Carafini, avec qui je travaille. Il y a Majidia Yaoui et il y a Nathalie Buzio. On est une petite équipe. Et puis, bien sûr, François Despature, Justine Luret, etc. Enfin, il y a vraiment toute la com BPI France derrière. Mais voilà, on est une petite équipe, et j'espère qu'en tout cas, cette semaine vous plaira, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Je l'espère. Rendez-vous mercredi. Exactement, en présentiel. Le rendez-vous est pris, et je crois qu'officiellement, c'est la conclusion après ce jingle.